on en vient directement aux enjeux de marché, aux enjeux boursiers, avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Bienvenue, question très ouverte et partageons les réflexions, les questionnements. Alors en l'occurrence peut-être des clients de Kipling, j'imagine que le téléphone a dû sonner un peu dès ce matin, Franklin. Oui, pas tant que ça, mais effectivement on sent qu'il y a davantage de fébrilité de la part des investisseurs qui cherchent quoi faire, comment au mieux protéger leurs intérêts et peut-être aussi voir quelle est la situation et comment il est possible de la jouer. Donc déjà, ce qu'on fait, on essaie de freiner ceux qui vous disent « je veux tout vendre ». L'expérience montre que c'est pas la meilleure décision à prendre. On a vu à travers la discussion que vous venez d'avoir, on a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, on n'a que très peu de réponses. Et donc, effectivement, pour le volet de réponses qui s'avérerait négatif, dans ce cas-là, il faut avoir du cash. Et puis, si le pire n'est jamais certain, même si pour le moment c'est l'hypothèse du pire qui est en train de se mettre en place, eh bien, les marchés peuvent rebondir et repartir au moment où on ne s'y attend pas. Et quand on a fait 100% de cash dans son portefeuille, l'expérience montre qu'on ne rentre plus, qu'on ne revient plus, parce qu'on a toujours de bonnes raisons pour décaler son entrée dans les marchés et rater ce mouvement de hausse, parce qu'après on dit ça y est, j'ai raté, c'est déjà trop reparti, etc., etc. Donc, dans le pire ou meilleur des cas, il ne faut pas faire plus de 50% de cash si vraiment on a le sentiment que, d'abord, on peut avoir une échéance et se dire si ça doit durer 6 mois, 8 mois, eh bien, il faut que j'ai ce cash disponible pour ne pas vendre dans les pires conditions. Si on n'a pas besoin de ce cash, eh bien, la part de liquidité peut être nettement inférieure et on fait le dos rond parce que on en oublie. Même si vous l'avez évoqué à l'instant, vous avez évoqué l'impact du pétrole sur la croissance, un ralentissement de la croissance, les résultats des entreprises qui viennent d'être publiés encore hier, encore ce matin, qui sont d'excellentes factures. Ça devait être le sujet. Hein. Ça aurait pu être le sujet. Je vous le dis, c'est clair. Ça devait voilà. être le sujet. Et donc, je pense que les analystes vont revoir leur copie. C'est un petit peu tôt, mais si on a un pétrole à 120 ou 150 $, la donne est un petit peu différente de celle d'aujourd'hui où il est à 102, 104. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je pense aussi que pour les nouveaux entrants, il y a des opportunités. Vous avez des titres qui baissent de plus de 20% depuis le début de l'année. Fnac Darty qui a sorti des résultats extraordinaires, qui perd 11% aujourd'hui et qui perd 20% depuis le début de l'année, vaut autour de 45 € et il y a des objectifs à 65 € par les analystes. Pareil, avant peut-être révision. Mais même s'il y a révision, on va parvenir à des objectifs à 45. Dans un autre domaine, autre secteur, on a eu des corrections très importantes sur Téléperformance avec les analystes qui continuent d'avoir pour objectif autour de 450 € pour, comme sur Téléperformance, autour de 310 €. On ne prend pas un risque majeur en mettant un doigt dedans. Donc, je pense que sur des événements et des séances comme ça qui baissent de 5%, c'est le moment pour initier des positions, pour commencer à accompagner soit de la hausse, soit de la baisse en complétant ces lignes. Mais il y a des tas de choses à faire. Et puis, vous avez évoqué à plusieurs reprises ce prix du pétrole. Il y a un tracker ETF sur le pétrole qui prend un petit peu moins de 8% ce matin. Si on est convaincu que le prix du baril va continuer de progresser et pourrait rejoindre les niveaux de 150 $ et même 120 ou 130 $, ça veut dire 20 ou 30% de plus que le niveau actuel, eh bien, oui, on peut se protéger contre ce risque inflationniste lié aux matières premières et au pétrole en particulier. Et ça, on peut le jouer à travers des ETF sur le gaz ou sur le pétrole. Et ça cote au quotidien. Il prend 31% depuis le début de l'année, un peu moins de 8% aujourd'hui. Mais il va continuer sa hausse. Et c'est un moyen de garder des positions, d'être sur ce qui peut faire baisser ses positions, être sur des leviers qui, eux, vont jouer la hausse du marché, c'est-à-dire le pétrole, matières premières et autres. Et sur les entreprises que vous avez citées, c'est intéressant parce que, alors évidemment, il faut être courageux, il faut être patient, il faut se projeter au-delà du stress et du conflit du moment. Personne ne sait jusqu'où il ira, ni combien de temps il durera. Mais vous dites, pour certaines entreprises,
le monde ne va pas changer à ce point-là. Un groupe comme Téléperformance, que vous avez cité, ou Fnac Darty, continuera ses opérations. Il n'y a pas d'exposition majeure peut-être au marché russe, comme on peut avoir sur Renault ou sur Société Générale, etc. Donc, vous dites, il faut quand même raison garder. Et pour ceux qui ont déjà du cash, c'est peut-être des moments c'est des à regarder. Moments pour commencer à regarder. Ou on peut même poursuivre sur des titres un peu plus industriels ou cycliques. Vous évoquiez, ou ça a été évoqué, Schneider. Schneider est quand même en baisse de 23% depuis le début de l'année. On est autour de 132 € sur Schneider. Au moment où on était au plus haut de l'année, tout le monde avait comme objectif 190, 200, 210 €. On est à 132 aujourd'hui. Téléperformance, on l'a cité, Fnac Darty, dans un autre domaine. AXA est autour de 24 €, perd 4,75. On perd 5% depuis le début de l'année. Mais les objectifs restaient à 30 € autour d'AXA. Donc en jouant certaines financières, moins bancaires, plutôt assurances, automobile, Stellantis a sorti des résultats incroyables hier. Le titre est en retrait de 3%, donc il est flat depuis le début de l'année, et les objectifs sont à 30 € pour un titre qui cote un peu plus de 16 €. Donc on a un potentiel d'appréciation dans ces trous d'air de marché qui peuvent, à travers un petit peu de cyclique, un peu d'industrie, un petit peu de financière, un petit peu de matières premières, de composer un portefeuille qui protège un petit peu mieux et qui traverse un peu mieux cette crise qui, financière et liée à la géopolitique qui, elle, ne fait que commencer là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on parlait de l'aspect fiscal, budgétaire, monétaire avec Nadia jusqu'avant? Est-ce qu'effectivement, en cas d'aggravation et d'aggravation persistante de la situation sur le plan géopolitique et avec les conséquences économiques, financières qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut imaginer que les banques centrales, les gouvernements apporteront un peu plus de protection que ce qu'on imaginait? Parce que ce qui est intéressant, c'est que ce conflit intervient à un moment où le marché était déjà dans un changement de régime, avec des perspectives de hausse de taux, de resserrement monétaire, qui avaient déjà, fait un peu baisser les marchés, pour dire les choses simplement. Oui, qui avait bien fait baisser les marchés, clairement. Mais là, la baisse de 10% du S&P 500, elle est aussi en grande partie liée aux effets monétaires, banque centrale, etc. Et 50% sur les plus hauts pour certaines valeurs technologiques américaines. Non, là, clairement, il y a 8 ou 10 jours, tout le monde vous disait la Fed, qui se réunit le 14 mars, montera-t-elle de 50, voire plus, et en tout cas 100 points d'ici l'été. Je ne vois plus personne ce matin qui évoque cette possibilité. On évoque soit 25 points de base, soit peut-être même un report d'un mois de la situation. Maintenant, ça va être un jeu très compliqué. C'est un billard à 3 bandes. Entre l'inflation liée aux matières premières, l'embrasement des prix, des salaires et cet événement qui arrive, qui peut rebattre les cartes totalement. Évidemment, aujourd'hui, le rôle des banquiers centraux ne va pas être évident, mais comme ça a été dit par Nadia précédemment, il est clair en tout cas que les banquiers centraux ne sont plus dans le même état d'esprit, celui dans lequel ils étaient il y a une dizaine ou une quinzaine de jours. Est-ce que, au regard quand même de la vitesse du mouvement de la Russie sur l'Ukraine, pour dire les choses. Encore une fois, hier, les discussions qu'on avait ici en plateau, ou enfin dans l'écosystème financier, c'était de savoir est-ce que ça s'arrête aux régions séparatistes pro-russes, est-ce que c'est l'ensemble du Donbass, mais personne ne voulait basculer dans le scénario qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà l'idée qu'il y aura des conséquences de moyen long terme? Est-ce que c'est le monde qui change, l'histoire qui s'accélère, etc. La Chine ne désavoue pas la Russie, évidemment, dans cette intervention. Donc, tout le monde a en tête Taïwan. Enfin, voilà. Est-ce que c'est déjà des interrogations et des réflexions que les investisseurs ont pour comprendre peut-être comment le monde sera changé ou pas par ce qui se passe aujourd'hui? Pour le moment, je pense que tout le monde est abasourdi par la décision de Vladimir Poutine et peu étaient ceux qui réellement pensaient sérieusement qu'il allait avoir une attaque croisée. C'est-à-dire qu'on ne les écoutait pas beaucoup. En tout cas, on ne voulait pas les entendre. On voulait pas les entendre. Il y en avait forcément. On va les entendre beaucoup plus désormais. Mais et même aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas accepter ce à quoi on assiste aujourd'hui disent oui, mais en fait, ils s'attaquent aux bases militaires pour verrouiller le Donbass et ensuite, où est la vérité? On n'en sait rien. C'est beaucoup trop tôt pour le dire aujourd'hui et personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine, qui est le seul à prendre les décisions, il ne faut pas l'oublier. Donc, on va voir comment ça va évoluer. C'est beaucoup, beaucoup trop tôt et c'est vrai qu'on est obligé d'avoir une politique très, très mitigée, très prudente actuellement dans notre conduite des affaires financières. Ouais. Sur l'idée des sanctions,
Je ne sais pas, même question qu'à Nadia. Est-ce qu'il y a un levier économique qui peut, calmer la situation, ou est-ce qu'on est dans complètement autre chose avec un levier économique qui n'a pas d'impact sur les décisions de Vladimir Poutine, comme vous dites? Alors visiblement, les décisions économiques n'ont que très peu d'impact sur le mode de fonctionnement et la réflexion de Vladimir Poutine. Ce que je lisais ou j'entendais, c'est qu'effectivement, on n'a pas, l'Occident défini là très clairement, en caractère gras, la limite la limite à ne pas franchir avec les Russes. Et que si aujourd'hui, on devait vraiment freiner à travers des sanctions économiques, la politique menée par Vladimir Poutine, ça aura forcément un impact sur nos économies occidentales. Est-ce que Joe Biden, les Européens, sont prêts à en payer le prix, les conséquences, et préparer les peuples au fait que ça aura aussi une conséquence? Rien n'est moins sûr, et il va falloir voir justement, si on ne prend pas ces décisions-là, eh bien, on ne freinera pas Vladimir Poutine. Et puis enfin, vous parliez des règlements SWIFT. C'est quand même 40 millions d'opérations par jour. Et comme ça a été évoqué dans votre discussion précédemment, on peut imaginer, compte tenu du niveau de préparation auquel on assiste aujourd'hui, qu'il y a un axe avec les Chinois qui fait qu'il peut très bien se passer des règlements SWIFT. Oui, le risque, c'est plutôt qu'on nos banques ou les banques étrangères ne récupèrent pas ce que les banques russes leur doivent. C'est plutôt comme ça. Il faut regarder la situation. Merci beaucoup, Franklin. Merci de votre éclairage, encore une fois, dans ce moment particulier, spécial, avec ce conflit majeur sur le continent européen. Franklin Pichard, qui était avec nous en plateau, directeur général de Kipling Finance, en ce jeudi 24 février 2022, donc une date pour l'histoire européenne. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à partir de 17h en direct sur Bismart.